constatez ici, on a le soleil dans les yeux, donc ça nous réchauffe. Donc les étoiles brillent, elles émettent beaucoup de lumière et de la chaleur. Donc les planètes ne brillent pas, mais elles sont comme la Terre, elles tournent autour d'une étoile. Michel Mayor, donc, il a découvert une planète, mais une planète différente de celle qu'on connaît. C'est-à-dire, c'est pas une planète qui tourne autour de notre Soleil, mais qu'est-ce que c'est? C'est hors du système solaire. Voilà, exactement. C'est hors du système solaire, donc c'est un autre système. Quand vous regardez le ciel, nuit après nuit, vous avez l'impression que toutes les étoiles vont rester à la même distance les unes que les autres. Et depuis l'Antiquité, les gens appelaient ça la sphère des fixes. Mais ils avaient remarqué qu'il y avait une drôle de chose qui se passait, c'est qu'il y avait quelques objets qui se déplaçaient parmi les étoiles. Et qu'est-ce qu'ils ont appelé ça? Ils ont appelé des astres errants. Et en grec, ça s'appelle planète. Vous voyez? Le mot planète, ça veut dire simplement que c'est des astres qui se déplacent par rapport aux autres. Ils ne savaient pas ce que c'était. Évidemment, ils n'avaient pas des télescopes pour aller étudier ce que c'était. Mais c'était des astres qui se déplaçaient par rapport aux étoiles. Sur Coravel, les mesures que je fais actuellement, elles ont pour but de préparer une mission spatiale qui s'appelle SIM, qui est une mission de la NASA, dont l'objectif est de mesurer les déplacements des étoiles sur le ciel liés à une planète qui tournerait autour de ces étoiles. Et la sensibilité du satellite SIM elle sera telle qu'elle pourra trouver des planètes de la taille de la Terre. Alors, les mesures dans l'espace, elles sont rares. Et elles sont évidemment très chères. Donc c'est pour ça qu'on essaye au maximum de les optimiser pour que chaque mesure qu'on fait dans l'espace soit vraiment utilisée au mieux. D'où le but de ce programme qui nous permet vraiment de préparer ces mesures futures. Voilà, on est presque au bout de notre mesure. Quand vous avez passé une belle nuit, vous avez réussi à faire le programme que vous étiez fixé, vous dites, bon là j'ai fait un joli travail, j'ai plein de jolies choses, l'aube là, qui commence à apparaître, des couleurs absolument magiques. Avant que le soleil se lève, c'est des couleurs fantastiques. Donc c'est un moment extrêmement magique, parce que vous avez une sensation aussi que le corps se réveille, comme si tout d'un coup la lumière le rappelait à la vie. Vous avez vécu un peu de manière bizarre durant la nuit. Et vous retrouvez tout d'un coup durant le matin cette sorte de magie du jour et quelque part qui vous rappelle que vous êtes un animal de jour et pas un animal de nuit. Et là, il faut faire très attention parce que si vous attendez trop longtemps et si le soleil sort, ça devient de plus en plus difficile de se coucher. Donc en général, on regarde, on est fasciné un petit moment, on se laisse enivrer et puis après on ferme les volets et on va se coucher.
tout début, ce que j'ai soupçonné, c'est qu'il y avait quelque chose d'étrange qui se passait avec cette étoile-là. Ça s'est passé dans l'hiver 1994, c'est-à-dire au moment où on commençait à avoir suffisamment de mesures sur l'étoile pour détecter une variation de vitesse. Après, l'énorme travail a été d'être sûr que c'était bien lié à l'étoile et que ce n'était pas un problème instrumental. N'ayant rien trouvé d'évident à ce stade-là, évidemment, après j'en ai parlé à Michel qui était en sabbatique à ce moment-là, et on avait convenu qu'on attendrait son retour pour regarder en détail ces différentes mesures. C'est toujours délicat de dire à quel moment commence une découverte. On a un objet qui se met à varier. Et je crois que le sentiment qui domine à ce moment-là, c'est plutôt des questions. C'est pas tellement un grand cri, on a découvert une planète, c'est absolument pas ça. C'est plutôt un long cortège de questions. Est-ce que c'est pas un problème technique? Est-ce que ce n'est pas un autre phénomène physique que la présence d'une planète? Donc en fait, le processus de la découverte, en fait, est un long processus. Au mois de juillet, on a retrouvé strictement la variation de vitesse. À ce moment-là, on y a cru. C'était vraiment, ça devenait quelque chose de très crédible et il y a eu 2 mois de travail mais extrêmement intensif où là il a fallu écrire le papier qui a été soumis, envoyé à Nature. On décrivait donc ce qu'on avait trouvé, on argumentait en excluant des tas de possibilités, en disant non, ça ne peut pas être ça parce que ça ne peut pas être des tâches, ça ne peut pas être la pulsation, ça ne peut pas être plusieurs phénomènes. Et on concluait avec une phrase assez simple en disant la seule manière d'expliquer ce qu'on a trouvé, c'est une planète. C'est clair que c'est une planète qui est complètement incroyable parce qu'elle n'est pas prédite par la théorie, mais c'est la seule manière qu'on arrive à expliquer ça. C'était quelque chose qu'on attendait depuis des siècles. Il faut bien se rendre compte que ce que l'on a détecté, c'est une planète qui tourne autour d'un autre soleil. C'est un autre système solaire qui a été détecté. Et depuis, il y en a eu beaucoup d'autres, des dizaines et bientôt des centaines d'autres systèmes solaires qui vont être détectés dans le ciel. It's interesting to note that it was almost exactly 7 years ago, October 6th, 1995, that this plot represented the totality of our knowledge about extrasolar planets. Michel and Didier spent about 1.5 years with these data in hand, accumulating more points, studying the system extraordinarily carefully before they revealed the one interpretation that made the most sense even 1.5 years prior to their announcement. Well, I consider this piece of work myself to be one of the most brilliant examples of how science is best done. A fantastic result, but then extraordinary care taken to look into all of the alternative interpretations until finally revealing your result. To be quick, I think I'm very concerned about the period being in agreement, the rotation period of the star and the velocity period. I would guess that there's less than a 50% chance that there's really a planet there. Less than 50%. Personally, I differ from you maybe by only a few percent. I would say that I'm a little bit more than 50% that we have a planet. That's what Nuno and I agreed. I thought I was less than 50 and he's a little more than 50. The good news is that with 100 planets, 1 or 2 planets, one way or the other, doesn't absolutely it doesn't matter. That doesn't change anything. You show these plots, and you know if one point were there or not there, it wouldn't make a difference. When I was preparing the talk for here, sometimes we had all transparency with this one. You can't tell which one is which. I don't know. Is this the old one or the new one? No importance at all. Michel,
Okay. Happy birthday. Thank you. Thank you, Alex. I will never forget the 6th of October, 1995. I was in my office. An email came from many people telling me that in Florence, Italy, Michel Mayor and Didier Queloz had announced the first planet around 51 Pegasi. 5 days later, on October 11th, we just happened to have 4 nights reserved on the telescope, which was perfect match. The planet is supposed to take 4 days to go around the star. We had 4 nights on the telescope. Every night we would make a measurement of the wobble of the star, and by the end of the 4 nights, we had seen one complete orbit of the planet going around 51 Pegasi. We've confirmed the planet already, just a few days after the discovery that took 2 millennia since the time of the Greeks who were wondering, are there other planets? In just 1 week, we were able to confirm Michel and Didier's great discovery. Pour moi, ce qui est extraordinaire dans la découverte de Michel Mayor, c'est la démonstration que la science va de pair avec une certaine ouverture d'esprit. Les Américains avaient à leur disposition des données qu'ils avaient ramassées pendant de longues années, mais ils ne savaient pas avoir l'ouverture d'esprit qui allait leur permettre de considérer ces données sans a priori et sans préjugés. Et dès que Michel a fait sa découverte en disant « voilà, la planète géante se trouve à tel endroit », ils ont regardé leurs données et ils se sont dit « ah bah tiens, nous aussi, on a des planètes effectivement autour d'autres étoiles à cet endroit-là ». Et c'était formidable de démontrer, franchement, qu'il ne faut pas se cloisonner dans des modèles et des repères dès le départ dans la science. Est-ce que c'est facile dans ta cause de filtrer? Ouais. Et puis pour voir si l'œil après ou après un programme. Mais on va casser le signal, c'est ça le problème. Non, mais justement, il faudrait essayer de filtrer, mais pas trop. Ouais, moi mon idée c'était pas de travailler avec l'œil, c'était de travailler avec le programme. Donc ce qui est intéressant, c'est quand on regarde le signal qui est là. Attends, À chaque fois, c'est ça. Non, mais c'est super. Ouais, c'est ce que disait Pour moi, avant. ouais, pour moi, il faut attaquer, c'est la technique tai chi. Il faut non, utiliser la force de l'adversaire. Voilà, exactement. Donc si on fait ça, maintenant les normalisations vont plus être bonnes. Donc si on enlève ça, bon ça c'était normal, donc ça marche. Ah regardez celle-là, Voilà, il y en a une qui voilà, parle. celle-là. Mais, Il faut pas filmer là, hein. T'as pas fait C'est la découverte en direct. T'as changé sur on et sur off. T'as changé les 2 ordres. Parce que là, tu me sors un truc qui n'a pas l'air d'un on sur off. Si, c'est un homme sur Voilà, c'est l'enthousiasme en direct. Elle a entièrement raison, j'ai changé un ordre d'un côté et pas de l'autre. Donc on a plein de détections. Ah, il y a une critique. Regarde, on a plein de détections. Ah, excellent. Bravo. Ah, non, je vois que tu suis. Hein. Bah C'est écoute, bien. on essaye. On a 10 ans d'expérience avec ces spectrographes comme Elodie et Coralie derrière nous. Et tout d'un coup, maintenant, on se dit, si on voulait aller pour faire un instrument encore meilleur, qu'est-ce qu'il faudrait changer? Et donc, pour nous, ARPS, c'est un peu une sorte de Formule 1 de la recherche des planètes. Alors la machinerie ARPS a un objectif relativement ambitieux qui est d'être capable de mesurer la vitesse d'une étoile avec une précision meilleure que le mètre par seconde. Et ça veut dire qu'on pourra détecter, si ces systèmes existent, des objets de la masse de la Terre qui tournent sur des orbites très courtes, une dizaine de jours autour de leur étoile. Vous voyez un peu la performance que ARPS va réaliser. Actuellement, on est en train de le monter et au mois de février 2003, je me retrouverai au Chili pour faire ce qu'on appelle la première nuit. C'est un moment assez historique, assez émouvant, je dois dire.
L'activité d'un astronome, finalement, l'observation, c'est une toute petite partie. L'énorme partie, il la passe dans des laboratoires qui se trouvent dans des villes. Donc là, vous vous trouvez confronté à la société normale. Donc là, c'est un petit peu, pour moi, c'est un peu un bol d'air. Quand je viens ici, c'est un petit peu magique. La suivante, ça sera la 354, qui est un objet qu'on connaît bien parce que c'est l'étoile 51 Peg. Voilà, vous pouvez démarrer. Avec du recul, je me dis que c'était quand même un coup de folie d'imaginer que c'est que sur une planète. C'est marrant, on ne sait pas pourquoi tout d'un coup on réagit à quelque chose. Peut-être le fait d'être isolé, tout seul, comme ça, en train d'observer, d'être livré à soi-même. Tout d'un coup on se dit tiens c'est bizarre, il y a quelque chose de bizarre. Mais ça devient une obsession peut-être, c'est peut-être ça, c'est par obsession finalement qu'on se croche à un objet. Parce que c'est tellement facile de passer à côté. Cette nuit, on va faire 3 mesures. On en fait une au début de nuit, une maintenant, et une juste au moment où l'étoile devient trop basse sur l'horizon, enfin juste avant qu'elle ne devienne trop basse sur l'horizon. Depuis 1998, on poursuit un grand programme extrêmement vaste de plus de 1600 étoiles. Donc on essaye de mesurer, chercher les planètes dans toutes les étoiles à l'intérieur d'une boule autour du Soleil d'environ 150 années-lumière. C'est parfait. Parce qu'en fait, elle est d'une importance gigantesque puisque c'est la plus courte période de tout ce qu'on a découvert. Elle est d'environ 2,5 jours. Ça la situe à 3,5%, 3% de la distance Terre-Soleil. Et puis alors, ce qu'il y a de fantastique, c'est que l'orbite n'est pas très belle, il y a du bruit autour de la courbe, et puis si on analyse le détail de ce bruit, on s'aperçoit qu'on trouve une deuxième période. On serait tenté, on aimerait bien sur une deuxième planète, mais en fait là, dynamiquement, ça ne tient pas, ça tient pas. En 1995, on comprenait la formation des planètes. Depuis 1995, on ne comprend plus, pour être honnête. Alors voilà, c'est vraiment le monde à l'envers.
On est parti d'un stade euphorique où on était content de nous-mêmes, où on a pensé avoir réglé l'ensemble des problèmes. Et depuis la découverte des planètes extrasolaires, tout ça est remis en question. On ne comprend pas pourquoi ces systèmes sont si différents du système solaire, on ne comprend pas tout un tas de choses. Et tout ça depuis 1995. Donc vous voyez, des fois, le progrès, n'est pas toujours dans la bonne direction. La physique nous dit que chaque étoile jaune doit avoir un disque de matière qui tourne très vite autour. Comme ces disques sont omniprésents, c'est un sentiment normal de penser que les planètes sont des phénomènes extrêmement communs dans l'univers. Pourquoi après est-ce que c'était si important de les découvrir? Simplement que ça nous donnait la possibilité de découvrir des systèmes planétaires autres que le système solaire. Les systèmes planétaires dans l'univers sont très différents du système solaire. Et puis quand même, on avait peut-être, pour certains en tout cas, dans un coin du cerveau, l'idée que c'était la piste à suivre pour découvrir ultérieurement, plus tard, de la vie ailleurs dans l'univers. Parce que vous ne la découvrirez pas, la vie, si vous ne découvrez pas d'abord le support. Et en ce sens-là, la découverte des planètes extrasolaires, c'est un premier pas sur un long chemin pour répondre à cette question essentielle. Plus à l'aise avec l'idée que la vie est un phénomène naturel qui se réalise chaque fois que les conditions sont favorables. Qu'est-ce que ça veut dire que les conditions sont favorables? Il faut qu'il ne fasse pas trop froid, ni trop chaud, etc. On peut lister un certain nombre de conditions, mais si ces conditions sont réalisées sur d'autres planètes, et alors ça on est sûr qu'il y en a des myriades dans l'univers, parce qu'il y a tellement d'étoiles. Alors ça, on est bien certain que des planètes, il y en a tant qu'on en veut. Alors, il y en a aussi certainement des nombres gigantesques qui sont aux bonnes conditions de température, etc. Donc, les conditions pour que la chimie complexe de la vie démarre sont réalisées en un nombre incroyable dans l'univers. Sont-ils verts? Astronomiquement parlant, la Terre n'a reçu aucun privilège sur les autres planètes. Celles-ci sont habitables comme elle. Et lui, il parlait de celle de notre système solaire. Oui, le brave Camille, il n'a rien compris du tout. La question la plus préoccupante, c'est l'universalité de cette signature. Quoi. Savoir si est-ce que la végétation sur une exoplanète, est-ce qu'elle va ressembler à la végétation sur la Terre, c'est-à-dire avec un front montant, une signature franche qu'on puisse distinguer. Si on veut faire l'équivalent de la photosynthèse, on doit avoir quelque chose d'équivalent. Alors ça peut être sur un autre mécanisme détaillé, mais si on veut capter l'énergie, il y a une sorte de résultat global qui doit être réservé. On doit le voir, il y a une partie des photons de l'étoile qui disparaissent dans la planète. Voilà, c'est ça l'idée. Donc effectivement, il doit y avoir quelque chose, une absorption. Une discontinuité, une absorption. À 700 nanomètres, la réflectivité de la végétation passe de 10% à 50-60%. Si on regarde les algues rouges qui apparaissent au printemps dans les neiges fondantes, des choses comme ça, c'est des algues qui sont photosynthétiques, mais comme elles sont rouges, ce front très franc à 700 nanomètres, il est effacé quasiment. Si un jour on découvre une planète rose, je ne suis pas sûr qu'on puisse dire que c'est de la photosynthèse. C'est un peu dans le début de mission, c'est de faire le foyer du spectro pour contrôler que tout est en ordre. André Baran, c'est un compère de longue date. C'est un ingénieur opticien
Et, comment dire, c'est des gens qui sont capables de faire des merveilles avec la lumière. C'est celui qui a montré qu'on pouvait arranger la lumière d'une manière adéquate pour arriver à notre but. 99, 2000, 2001, et maintenant on l'attaque à 2002. Et elle commence à remonter. Et ça correspond à une naine brune. Ah ouais, c'était un plaisir. C'est un plaisir, exactement. Vraiment un plaisir. On était contents parce qu'on dit, tiens, ils ont une longueur de retard et ils l'ont bien. Et en plus, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Non, c'est marrant ça. Hein, comment on peut dire? C'est évident qu'en science, de temps en temps, en force de chercher, des fois, on a la chance. Quoi. On a la chance de tomber sur une truffe. On peut dire qu'on est... Ça, c'est le provençal. Oui, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Je crois qu'on peut prendre la suivante. Gérard, tu peux pointer la 423. On verra plus clair d'ici une année ou deux, mais vouloir se précipiter et dire il n'y a pas de planète, il ne faut pas oublier que 51 Pégase, comment dire, quand elle a été découverte, tout de suite après, Gray dit il n'y a pas de planète. Bon, ben, la planète, elle est toujours là. Hein. Vous prenez, il y a plusieurs exemples là, comme ça. Bon, il y a eu Han, Gatewood, etc. Qui eux ont prétendu qu'il n'y avait non plus pas de planète autour de la majorité de ces objets-là. C'était tous les plombs perpendiculaires qui étaient, comment dire, qu'on voyait que des objets avec perpendiculaires, des crétineries absolument stupides, comme ça, bah, ces planètes, elles sont toujours là, etc. Donc là, on en a un cas de plus. Bon, je dirais qu'il faut rester prudent. Hein. Je dirais que jusqu'à preuve du contraire, d'après moi, la planète, elle est toujours là. A priori, quand on se regarde comme ça dedans, c'est splendide, hein? Oui, on voit rien comme ça, parce que les défauts, ils sont très très petits. Hein. Donc, il y a des défauts circulaires, comme ça, avec une distance, donc les anneaux des défauts sont à une distance de 7 mm. Donc, j'ai aussi envoyé un message à Wally Weilenmann, à la CIA. Donc, je leur ai dit que je ne savais pas encore comment on allait faire, mais que voilà, on avait des problèmes et qu'il fallait s'attendre à qu'on ne puisse pas venir au mois de février pour le commissioning, donc janvier-février. C'est vrai que c'est plus réaliste hein, de se prévoir cette solution. Voilà, donc il faudra dire tout ça à Michel quand il revient des vacances. Ouais. Voilà, stop. Ouais, tout à fait. Reviens au-dessus de la tête. C'était comme c'est une maison qui tombe. C'est vraiment le moment où on ne savait plus quoi faire. On est d'abord un petit peu sous choc pendant quelques jours. Après, on commence à réfléchir quelles sont les alternatives. À un certain moment, j'avais abandonné l'idée de venir à la CIA au mois de janvier-février pour faire ce premier commissioning. Je crois que je n'étais pas descendu de l'avion, que j'avais déjà un téléphone de Francesco Pepe. Et comment dire, ça, en quelques minutes, alors que tout semblait perdu, on a réussi à esquisser une stratégie de sauvegarde. Et donc, on a eu la chance de pouvoir trouver une industrie qui a pu corriger ces défauts du collimateur. C'est une pièce à l'intérieur de l'instrument. On a vécu, et surtout Francesco, des moments pénibles, mais finalement, ça s'est bien rattrapé.
je ne suis pas sûr que j'ai choisi l'astronomie, en fait. Je ne suis pas tout à fait certain. Quand j'ai fait des études de physique, parce que j'étais un passionné réellement de sciences au sens large, j'imagine qu'une offre d'emploi pour aller étudier des problèmes de géophysique au Bhoutan aurait eu exactement le même attrait pour moi que la place. Je suis, et je reste encore tout à fait exactement intéressé de la même manière par d'innombrables domaines de la science, et je serais tenté de dire, je ne me sens pas plus attiré par l'astrophysique que parce que peut-être par des problèmes de géophysique ou des problèmes de tectonique des plaques, etc. Donc non, je me sens également attiré par tous les domaines des sciences. On continue sur la crête ou on revient sur le plat? On continue. On continue. On a une sécheresse incroyable, ça se sent dans la peau, partout. Le moindre dépôt, il n'y a rien qui lave. Hein. On voit que tout reste ici, ces tout petits dépôts de sel. C'est vraiment la meilleure image qu'on peut avoir de la majorité des exoplanètes, hein, pour des mondes morts comme ça, comme Mercure, la Lune, peut-être probablement Mars, etc. Paranal n'est pas trop loin d'ici. Un peu plus loin de la Grande Cordillère où il y a toujours un peu de nuages qui se forment, mais autrement Paranal, c'est un coin extraordinaire avec très peu d'humidité dans l'air, un air extrêmement stratifié par l'océan très froid. Un pays merveilleux pour l'astronome, à défaut de pour y vivre. Merveilleux pour l'astronome, mais il n'y a aucune vie là-bas. À Paranal même, il n'y a rien, non. Welcome again, Michel Mayor. Thank you. Paranal is your home, as usual. I'm going to give you this hard hat. When you go inside the telescope, you must wear it. And also, I'm going to give you this flashlight. It seems that I am the nightmare for everybody here about light pollution, because I am chasing all the people that left their windows open and the lights on. Yeah? Even if they are not in their room, I ask for the key and go inside and turn off the light myself. Yeah. That is one of my duties. Yeah. We have a problem that is being solved. That is the mine company about 25 kilometers from here. Fortunately, their job is going down to the sea, so the light is being diminished. And also they are changing their lighting. Yeah. Presently, I believe it's already possible to directly to do an image of a planet. In young association, if they are kind enough to be well separated. But up to now, nobody succeeds to do it. Sometimes people ask when we will have the first image of a planet. And I say it could be tomorrow, but it could be in 5 years. We don't know, because if people are lucky enough to find a very young planet, TWA, something like this, we can have tomorrow. Yeah. But maybe we have to wait 5 years or so. Since the night is starting in about 5 hours from now, I think we should then have a look into the control room to see actually how observations are done on the VLTI. Thank you very much.
Actuellement, les exoplanètes est un domaine incontournable de n'importe quel grand observatoire. Le fer de lance dans la recherche des exoplanètes, eh bien, c'est l'interféromètre. Évidemment, c'est un instrument d'une complexité époustouflante et extraordinaire. So we have to be much faster than this to actually see stabilized fringes. Now, if you have an external device, which we call the fringe tracking or fringe sensing device, then we can actually stabilize the fringes so they are still standing still and don't move anymore, and then we can slowly integrate them. With this has the advantage that we can look at much fainter objects. So this is for me then the next challenge. Un interféromètre, c'est un instrument qui permet de combiner la lumière reçue de plusieurs télescopes et par exemple dans le cas de Paranal, d'avoir l'équivalent d'un télescope de 200 mètres de diamètre et par là permettre de voir des détails beaucoup plus fins dans le ciel. L'interférométrie reste encore un domaine complexe qui n'est pas du tout dans le savoir-faire de tous les astronomes européens. Donc c'est clair qu'il y a un énorme effort de formation des jeunes astronomes pour leur apprendre à utiliser ce genre de nouveaux outils. Mais la complexité de ces instruments est telle que c'est fort possible que ce n'est pas un astronome qui vient juste pour faire une observation qui va pouvoir la faire correctement. Quand moi j'ai commencé à faire de l'astronomie, j'ai vécu cette époque où on nous rabâchait les oreilles avec le fait que le télescope du Mont Palomar avec ses 5,08 m était là. Le dinosaure de la famille des télescopes, qu'on ne pourrait pas en développer des plus grands. Et puis arrive tout d'un coup le concept des miroirs minces, où on montre qu'on peut faire des miroirs presque aussi grands que l'on veut, pas tout à fait, mais... Et donc tout d'un coup, il n'y a plus de limite. Alors d'abord on a parlé de 8 mètres, et il y a des gens sceptiques qui disaient ils sont fous de vouloir commencer par des télescopes comme ça. Alors là, l'ESO a pris un pari encore plus fou, 4 télescopes de 8 mètres d'un coup, et c'était un superbe pari. Il suffit de voir ce merveilleux observatoire pour voir que c'est une réussite totale, absolument totale. Por ejemplo, en este caso, hay un problema. ¿Por qué? Well, the scene is not so great. Someone changed this thing. Per 30 secondi. Quindi probabilmente, se questi sono 3 primi. Tiene 2 exposure para UVs y una para giraffe? Se noi facciamo un cut in quest'altra direzione. Esatto, tu prendi uno spettro, però forse devi metterlo, se lo... No, ma adesso fa il preset tanto. Is only for the long-term variability, so we forget about the pulsation in short term because it's too difficult to get enough time. Mm-hmm. And now we have cleaned the sample because we start with 85 stars and so 13 are binaries, real binaries with a big star around, so we are taking them out of the sample, we clean up
Then there are these two planets which are interesting, and there are two stars where we see variation, but it's not due to planets. The idea will be to continue on these 70 stars and trying to see which one are planets, which one is pulsation. Did you observe objects with clear pulsating variability? 70% of the stars have variability, and they cannot be all planets. Probably not. No, for sure. I mean, I expect a few of them to be planets, but the others should be this kind of pulsation. Il y a une énorme amélioration des techniques d'observation, mais d'un autre côté, il y a une énorme continuité des questions que l'on se pose. Il faut voir que des gens comme Peter van der Kamp, déjà il y a presque, 70 ans, se posaient des questions, cherchaient des exoplanètes. Donc la question de la découverte des exoplanètes n'est pas nouvelle, c'est les techniques qui sont nouvelles. Pour moi, dans mon esprit, il y a d'une part une grande continuité des questions qui sont posées, évidemment alors avec un luxe de moyens actuels dont on n'osait même pas rêver à l'époque. Donc alors l'idée parmi tous ces tests, c'est de définir déjà ceux qui sont prioritaires avant de construire un soleil. Alors on avait prévu en fait 2 mois de tests à Genève. Il y a 6 mois, on m'avait averti qu'il allait être raccourci à 3 semaines. Et finalement, j'ai eu 36 heures pour tester l'instrument à Genève. Il faut avoir une possibilité. La nuit même. C'est le test qu'on lance la nuit, tu vois. Et le jour. Non mais quand tu veux. Oui. C'était juste pour dire qu'on n'a pas besoin C'est vrai d'attendre qu'il fasse beau. il faut être réaliste. C'est au mois de novembre et puis on ne pourra pas. On ne va jamais trouver, comme tu dis, le suiveur de soleil pendant 6 heures. Mais si on a la possibilité de prendre... T'imagines Denis en train de suivre pendant 6 heures le soleil. Denis, il est très bien pour ça. En tout cas, je pense que c'est une très bonne idée. Donc, je vais remplacer les tests sur le soleil. Ou iode. Voilà. Ok. Le test ultime, il se fera au Chili, le test. Donc, il ne faut pas chercher le test ultime. Il faut chercher une approche. Là, on a ok, donc c'est ça l'astuce. Y también, por favor. Una más, es el west. Sí. Y ahora al sur, por favor.
Non, l'ai équivoqué. Allemand. Mais ce qu'il faut faire maintenant, c'est prendre l'orbite qu'on a et puis bloquer la période. Au début de nuit, ouais. Elle est déjà mesurée d'ailleurs. Elle est tout en haut là. Tu veux regarder la vitesse? Ouais, c'est pas très utile pour. Demain matin, tu l'auras. Je te ferai le truc en fin de nuit. Ou alors, ce que tu peux faire, c'est me la donner et puis je la trouver à la main dans le fichier. Yeah, skip the lamp one. Oh, it's off again. Look at that. Yeah, problem with the lamp. Problem is the lamp. Do you have a security on that lamp for current or? Well, we limit the current to 9, but 9 is still a lot. It's 9. It's 9. Try to reboot the LCU. I had this problem once. Reboot the LCU? Yes, reboot the LCU too. Let's reboot this. It could also be some problem in the ICS. I don't know. We had this problem once, and then I rebooted the LCU too. On a les specs des noms pour savoir comment on peut il y a une formule intensité, durée de vie, un truc comme ça, et puis un courant maximum. J'ai demandé, j'ai jamais reçu de réponse. Avoir, oui. Ça c'est un truc pour nous casser en début de nuit. It's good. Is this Papas? On commence à peut être fatigué, peut-être ça se voit. C'est un moment unique. Vous savez, vous avez travaillé pendant 3 ans sur un projet. Vous arrivez au moment où le projet est là, vraiment. C'est comme un peu comme un cadeau de Noël, vous avez rêvé pendant des années et puis vous le recevez. Okay, so let's put the mirror in family B. Yes, that's what it should Let's try to reproduce the situation of before. So now it will disappear. La première lumière, c'est ce moment magique où, pour la première fois, l'instrument est mis sur un télescope et permet donc de tester s'il fonctionne. You have to reselect manually. It's, this green button. Yeah, this green selection is. How long is the exposure? It's 15 minutes. 15 minutes. Oh, we have to wait 15 minutes. Il est là, mais il est ferme. Mais il est là. Non, il est pas faible, Il est. Non, c'est bon, c'est bon. Non, c'est avant, il est trop Essaye. Il a moins 150 aussi, hein, celui-là. Ah, c'est juste les 4. Ah, maintenant. Ouais. Waouh! Allez! Allez, j'ai une action! Waouh! Oh là là! Allez, game on. You can send me email to DG. Pas mal d'idées. Waouh! La mise au service d'un instrument est toujours un grand moment parce que ça couronne le travail d'une équipe sur plusieurs années. Donc c'est clair qu'il y a un effet de groupe et on a toujours pas une inquiétude, mais enfin il y a toujours une grande attente. Et puis tout d'un coup arrive le premier spectre et qui montre que tout d'un coup ça marche. Alors évidemment, ce moment, le premier spectre c'est un grand moment, mais après cette joie se continue sur les prochains jours de la mission quand on voit que les vitesses que l'on peut obtenir sont des vitesses extrêmement précises. Et ça, c'est ce qu'on vient de vivre ces 10 derniers jours qui nous montre que cet instrument répond tout à fait à nos attentes. C'est clair que la découverte d'une Terre, l'équipe qui va faire cette découverte, ce sera extraordinaire. Le fait d'en faire partie ou de faire partie, ce n'est pas une ambition personnelle. Mais vivre l'aventure, c'est fantastique. Bien sûr que j'ai envie de chercher une Terre, bien sûr que je vais tout faire pour chercher une Terre. Mais ce que je veux dire, c'est que
c'est plutôt une curiosité qui dit voilà, j'ai envie de le faire parce que c'est quelque chose qui doit être fait. Donc on a une série de scientifiques à pouvoir le faire, faisons-le. Le fait d'y arriver ou de ne pas y arriver, on verra. Ça reste croché sur les montagnes, là, cette sorte de mare de nuages. Il y a tous les jours ce vent froid de la mer qui rentre. Ils peuvent même pas se baigner le matin. Ah ouais. Mais l'après-midi quand même, l'après-midi. Oui, l'après-midi c'est bon. Oui. Il faut quand même faire attention parce que tu sens pas le soleil. Ah, voilà. Tu sens pas la chaleur. Ah, ils sont bronzés. Hein. On a quand même fait des jolies vacances. Oui. Eux, ils ont eu des vacances, pas toi, mais... Non, ils ont eu des vacances, mais je crois que maintenant, les enfants sont quand même contents de rentrer à la maison. Ouais, j'imagine. Ça fait quoi maintenant? Ça fait 2 mois. 2 mois, Ça fait 2 mois que je venais à la Serena. C'est dingue, hein? C'est fantastique. C'est joli, c'est génial, hein? Quand tu penses, ça a quand même été fait sur 2 heures, ça. Ouais. C'est assez fantastique. T'as calculé exactement? Ouais, j'ai pris le petit calculette. C'était combien? Sauf le dernier. Le dernier, il est un petit peu sorti. Attends, on peut le rajouter? On le rajoute? La valeur, c'était 1,58 la valeur exacte. Ça se comporte comme... C'est bizarre. Mais c'est peut-être pas ça, mais c'est de fait... Remarque, attention, si c'est un autre bruit, tu le diminues aussi en racine. Une autre fréquence. Ça si faudra... tu as du bruit d'acoustique, comment dire, tu l'amortis aussi avec racine de la durée. Hein. Mais c'est énorme le bruit, il est énorme à ce moment-là. Si c'est ça, c'est énorme. Ça me paraît peu probable, disons. Tandis qu'avant, je suis sûr que d'ici 10 ans, on aura des listes de planètes analogues à Jupiter, ça c'est bien évident, mais aussi analogues à la Terre. Et je suis intimement persuadé qu'on aura des tas de surprises. Et actuellement, on vit l'époque faste de la découverte des planètes géantes. Eh bien, la prochaine décennie sera l'époque faste de la découverte des planètes analogues à la Terre. Oui, voilà. Alors, tu es couché, tu as mis ton pyjama, tu t'es lavé les dents. J'ai une bonne nouvelle. On a une série avec 8 pauses et on a 1,5 mètre de RMS. Donc apparemment, il y a peut-être un lien entre la durée du temps de pause et le RMS qu'on obtient. Alors, est-ce que c'est un bruit de photon? Est-ce que c'est le bruit de l'étoile? Le mystère pour l'instant. Mais c'est plutôt bon, hein? Et on trouve exactement la même valeur moyenne, entre parenthèses. Ça, c'est une très bonne nouvelle aussi. Super. On finit. Attends, combien j'en ai mis 20, hein, tu vois, ça va durer longtemps. On arrive au bout de la série. Comment? C'est pas possible, j'en ai mis 20. Non. Attends, il y a Michel qui croit qu'il va pouvoir mettre ses objets, mais après ça, c'est horrible, Michel, là. 14h38. J'ai une mauvaise nouvelle. On ne pourra pas les mettre. Non, ouais, c'est la série. Attends, je te passe Michel pour le convaincre. Alors, Francesco, il veut te parler. Salut Francesco. Il a l'air heureux. Attendez, 10h, on est où? Attends, on est en sidéral à 11h12. Et puis là, on est 10h40 pour l'étoile, on n'a aucun problème pour la faire. Ok, tu peux dormir sur tes 2 oreilles. Répondre à la question des planètes, c'est poser la question de la possibilité d'autres vies ailleurs. C'est la possibilité, la compréhension de l'émergence de la vie sur Terre. Et aller chercher des planètes, c'est aller chercher des sites possibles où cette vie a pu se développer. Le risque ici, à mon sens, c'est de faire de l'anthropocentrisme, c'est-à-dire de trop penser en tant qu'humain. Finalement, l'humain à l'échelle de la Terre, c'est un animal de plus. Il est surprenant, on est étonnant, on a des capacités étonnantes, mais en gros, placé dans l'évolution, le règne animal dans son ensemble, on n'est qu'un animal de plus. Donc on essaie de se replacer un peu dans le contexte, et peut-être c'est plus facile d'imaginer la vie en plaçant l'homme à sa juste place, en fait, dans cette évolution.